Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 8e semaine de notre club de livres pour la voleuse de livres ou The Book Thief. Aujourd'hui, on va lire 3 chapitres, le chemin de la maison, la bibliothèque du maire et Entrée du lutteur. Et ensuite, on aura comme d'habitude des questions pour vous et s'il vous plaît, répondez aux questions, discutez avec vos amis et votre famille et demandez-nous si vous avez des questions. Hello. So I was going to start in French. Hello. This is week 8 of the Book Thief Book Club. We're going to read 3 chapters today: The Way Home, The Mayor's Library, and Enter the Struggler. We'll also give you some questions as per usual. And today we're going to start with Sasha reading in French. And please answer the question, write us some comments if you'd like to. And if you have any questions, don't hesitate to reach out. We're super happy to communicate with you guys. Sasha, let's go. Okay. Troisième partie. Mein Kampf. Avec le chemin de la maison, une femme brisée, un lutteur, un jongleur, les attributs de l'été, une boutiquière aérienne, un ronfleur, 2 fripons et une vengeance en forme d'assortiment de bonbons. Le chemin de la maison, Mein Kampf. L'ouvrage rédigé par le Führer en personne, c'est le 3e livre important qui arriva entre les mains de Liesel, sauf que celui-ci, elle ne le vola pas. Il fit son apparition au 33 rue Email environ 1 heure après qu'elle avait réussi à se rendormir à la suite de son incontournable cauchemar. Certains diront que c'était un miracle qu'elle eût ce livre-là en sa possession, un livre dont le voyage débuta sur le chemin de la maison la nuit du feu. Ils étaient pratiquement à mi-chemin de la rue Email quand Liesel, n'y tenant plus, se pencha en avant et ôta de sa poitrine le livre fumant qu'elle fit passer d'une main à l'autre, l'air penaud. Quand il eut refroidi, ils le contemplèrent un moment en attendant que les mots viennent. « Papa, nom d'un chien, qu'est-ce que tu as fabriqué? » Il lui prit des mains le haussement d'épaules. Toute explication était superflue. Il était évident que Liesel l'avait arraché au feu. Le livre était brûlant et humide, bleu et rouge de confusion. Hans Hubermann l'ouvrit. Pages 38 et 39. Encore un? Liesel se frotta les côtes. Oui, encore un. Si j'ai bien compris, dit papa, je n'ai plus besoin d'échanger mes cigarettes puisque tu voles des bouquins avant même que j'aie eu le temps de t'en acheter. Liesel resta muette. Peut-être se rendait-elle compte pour la première fois qu'un acte criminel parle de lui-même de manière irréfutable. Papa étudia le titre et en s'interrogeant sans doute sur la menace qu'un tel ouvrage pouvait bien représenter pour le cœur et l'esprit des Allemands. Il le lui rendit. Une idée lui était venue. « Jésus, Marie, Joseph, dit-il d'un trait. La coupable ne résista pas. « Qu'est-ce qui se passe, papa? » « Bon sang, c'est évident! » Comme la plupart des humains lorsqu'ils font face à une révélation, Hans Hubermann était resté figé sur place. Ses prochains mots seraient hurlés ou ne parviendraient pas à franchir ses lèvres. Et vraisemblablement, il serait la répétition des précédents. « Bon sang, c'est évident! » Cette fois, sa voix ressemblait à un coup de poing frappé sur une table. Quelque chose d'invisible pour Liesel défilait devant les yeux de Hans, comme s'il suivait une course. « Papa, dis-moi ce qu'il y a !» supplia-t-elle. Elle craignait qu'il ne parle du livre à maman. Elle ne pensait qu'à elle, ce qui est bien humain. « Tu vas lui dire? »« Pardon? »« Tu sais bien, vas-tu le raconter à maman? » L'esprit toujours ailleurs, Hans Hubermann lui paraissait plus grand que jamais. « Raconter quoi? » « Ça !» Elle leva le livre et le brandit comme un revolver. Papa fut stupéfait. « Pourquoi le ferais-je? » C'était le genre de question qu'elle détestait. Elle la forçait à admettre une vérité peu reluisante, à révéler son sale naturel de voleuse. « Parce que j'ai encore volé. » Papa s'accroupit à sa hauteur,
puis se releva et posa la main sur la tête de la fillette. De ses longs doigts rugueux, il lui caressa les cheveux. « Évidemment, non, Liesel, dit-il. Tu peux être tranquille. »« Qu'est-ce que tu vas faire alors ?» C'était bien la question. Quel acte merveilleux avait été soufflé à Hans Hubermann dans la rue de Munich? Je vais vous le dire, mais auparavant, je crois que nous devrions jeter un coup d'œil à ce qui a défilé dans sa tête avant qu'il ne prenne sa décision. Les visions de papa. D'abord, il voit les livres de Liesel, le manuel du fossoyeur, Faust le chien, le phare et maintenant le haussement d'épaule. Ensuite apparaissait la cuisine et son fils, considérant les livres posés sur la table, sur laquelle la fillette lit souvent. Hans Jr. parle. Et la gamine, quelle cochonnerie est-elle en train de lire? Son fils répète 3 fois la question, après quoi il propose de plus saines lectures. Écoute-moi, Liesel. Papa lui entoura les épaules de son bras et l'entraîna. Ce livre, c'est notre secret. On le lira la nuit ou dans le sous-sol comme les autres. Mais avant, il faut que tu me promettes quelque chose. Ce que tu voudras, papa. La soirée était calme et douce. Autour d'eux, tout était attentif. Si un jour je te demande de garder un secret pour moi, tu le feras. C'est promis. Bon, maintenant allons-y, parce que si on est en retard, maman va nous assassiner et on n'y tient pas vraiment. Fini les vols de livres, hein? Liesel sourit. Elle ne l'apprit que plus tard, mais quelques jours après, son père nourricier échangea des cigarettes contre un autre livre, qui cette fois n'était pas pour elle. Hans Hubermann frappa à la porte des bureaux du parti nazi à Molking et aborda le sujet de sa demande d'adhésion avec les membres présents. L'affaire discutée, il leur donna le peu d'argent qui lui restait et quelques cigarettes. En retour, il reçut un exemplaire d'occasion de Mein Kampf. « Bonne lecture, » dit l'un d'eux. Hans hocha la tête. « Merci. » Dans la rue, il put entendre les commentaires qu'il faisait après son départ. L'un des membres, notamment, avait une voix qui portait. « Sa demande d'adhésion ne serait jamais acceptée, disait-il, même s'il achète 100 exemplaires de Mein Kampf. » Un murmure d'approbation unanime succéda à cette affirmation. Hans tenait le livre dans la main droite, pensant à l'argent des timbres, à une vie sans cigarette et la fillette accueillie dans son foyer qui lui avait donné cette riche idée. « Merci, » répéta-t-il, et un passant lui demanda ce qu'il voulait. Avec son amabilité d'habitude, Hans répondit « Rien du tout, mon bon monsieur, rien du tout. Heil Hitler !» Puis il descendit la rue Munich, le texte du Führer à la main. Il y avait sans doute une certaine confusion dans son esprit à ce moment-là, car il ne devait pas seulement son idée à Liesel, mais aussi à son fils. Craignait-il déjà de ne plus jamais le revoir? En même temps, il était ravi d'avoir eu une idée, sans oser encore envisager les complications, les dangers et les absurdités qui y seraient associées. Pour le moment, l'idée se suffisait à elle-même. Elle était indestructible. La mettre à l'exécution, bon, c'était une autre affaire. Pour le moment, on va le laisser en profiter. On va lui donner 7 mois, et puis on reviendra. Oh oui. Et pour ce chapitre, mon question c'est: pourquoi pensez-vous que l'application de Hans Hubermann pour se joindre au parti nazi ne serait-elle pas acceptée? La bibliothèque du maire. Un événement de grande ampleur s'apprêtait à toucher le 33 de la rue Himmel, mais pour le moment, Liesel n'en avait aucunement conscience. Pour détourner un peu une expression humaine rebattue, la fillette avait des chats plus immédiats à fouetter. Elle avait volé un livre. Quelqu'un l'avait vu. La voleuse de livres réagit de la manière appropriée. À chaque heure, à chaque minute, l'inquiétude était là, ou plutôt, en l'occurrence, la paranoïa. Quand on a commis un acte criminel, c'est ce qui arrive, surtout si l'on est un enfant. On est en proie à diverses manifestations de prise en fautitude. Par exemple, on se sent guetté à chaque coin de rue. L'institutrice connaît soudain tous les péchés qu'on a commis.
On entend arriver la police à chaque froissement de feuilles ou à chaque fois qu'un portail se referme quelque part. Pour Liesel, c'est la paranoïa elle-même qui devint sa punition, de même que la crainte de livrer du linge chez le maire. Et ce n'est pas un hasard si, le moment venu, elle s'arrangea pour éviter la maison de Grandstrasse. Elle porta le linge chez l'arthritique Elena Schmidt et prit celui des Weingartner, les amis des chats, mais elle ignora la maison du bourgmeister Hans Hubermann et sa femme Ilsa. Une autre traduction rapide. Bürgermeister égale maire. La première fois, elle déclara qu'elle avait tout simplement oublié d'y passer. Un bien piètre excuse, ma foi, car la maison dominait la ville au sommet de la colline et on ne voyait qu'elle. La fois suivante, lorsqu'elle revint les mains vides, elle mentit en déclarant qu'il n'y avait personne. Personne, demanda maman d'un air dubitatif. Quand elle était sceptique, l'envie de se servir de la cuillère en bois la démangeait. Elle agita l'objet devant Liesel. « Tu vas me faire le plaisir d'y retourner à l'instant, s'écria-t-elle, et si tu reviens sans le linge, ce n'est pas la peine de rentrer à la maison. » Elle t'a vraiment dit ça? Dans ce cas, on pourrait s'enfuir ensemble. Telle fut la réaction de Rudy lorsque Liesel lui rapporta les propos de maman. « On mourrait de faim, répondit-elle. « Mais je meurs déjà de faim. » Ils éclatèrent de rire. « Non, dit-elle, il faut que je le fasse. » Ils traversèrent la ville. Quand Rudy l'accompagnait, il voulait toujours se montrer galant et se charger de son sac à linge, mais Liesel refusait systématiquement. Elle était la seule à être menacée d'une voiture. C'était donc elle seule qui avait la responsabilité du sac. Tout autre qu'elle pouvait le tordre ou le malmener, si peu que ce soit, et cela ne valait pas la peine de prendre le risque. De plus, si elle le confiait à Rudy, il s'attendrait vraisemblablement à ce qu'elle l'embrasse pour le remercier de ses services, et elle n'y tenait pas. Sans compter qu'elle était habituée à son fardeau, dont elle atténuait la charge en transférant le sac d'une épaule à l'autre tous les 100 pas. Liesel marchait à gauche, son amie à droite. Rudy fit l'essentiel de la conversation, parlant du dernier match de football rue Hummel, de l'aide qu'il apportait à son père dans sa boutique et de tout ce qui lui passait par la tête. Liesel n'arrivait pas à fixer son attention sur le bavardage. Elle n'entendait que la peur qui résonnait dans ses oreilles de plus en plus fort au fur et à mesure qu'ils approchaient de Grandstrasse. « Qu'est-ce que tu fais? C'est ici, non? » Elle approuva de la tête. Rudy avait raison, mais elle avait essayé de dépasser la maison du maire pour gagner du temps. « Alors, vas-y. » La nuit tombait sur le Molking. Le froid montait de la terre. « Remue-toi sans Zalmensch. » Il resta à la grille. En haut de l'allée, il fallait monter 8 marches avant d'atteindre la grande porte d'entrée qui ressemblait à un monstre. Liesel contempla le heurtoir de cuivre, le front plissé. « Qu'est-ce que tu attends? » lui lança Rudy. Liesel se retourna. Y avait-il un moyen, un seul, pour échapper à ça? Y avait-il une autre histoire qu'elle pouvait raconter ou bien, allons-y franchement, un autre mensonge auquel elle n'avait pas pensé? « Qu'est-ce que tu fabriques? » La voix lointaine de Rudy lui parvint à nouveau. « On n'a pas toute la journée. Tu vas la fermer, Steiner? » siffla-t-elle entre ses dents. « Comment? J'ai dit ferme-la, espèce de stalker! » Sur ces mots, elle se tourna de nouveau vers la porte, souleva le heurtoir de cuivre et l'abattit par 3 fois lentement. De l'autre côté de la porte, des pieds se rapprochèrent. Au début, elle n'osa pas lever les yeux vers la femme. Elle concentra son attention sur le panier de linge qu'elle lui tendit, le regard fixé sur le lien qui le fermait. En retour, de l'argent fut placé dans sa main. Puis, plus rien. La femme du maire, qui ne disait jamais rien, se tenait simplement là, vêtue de son peignoir, ses cheveux flous attachés à un petit catogan. Un courant d'air passa, quelque chose comme le souffle imaginaire d'un cadavre, et toujours pas un mot. Lorsqu'enfin Liesel eut le courage de regarder la femme en face, celle-ci n'avait pas une expression de reproche. Elle était lointaine, simplement. Elle jeta un coup d'œil à Rudy par-dessus l'épaule de la fillette,
puis salua de la tête, recula et ferma la porte. Liesel resta plantée devant le grand pan de bois. « Hey, sans mèche !» Pas de réponse. « Liesel !» La fillette fit marche arrière avec précaution. Elle descendit les marches à reculons, tout en réfléchissant. Au fond, peut-être la femme ne l'avait pas vue dérober le livre. La nuit tombait. Peut-être semblait-elle avoir les yeux fixés sur elle, alors qu'elle regardait quelque chose d'autre ou rêvassait, tout simplement, comme cela arrive de temps en temps. Quelle que fût la réponse, Liesel n'alla pas plus loin dans l'analyse. C'était fait, et cela seul comptait. Elle retourna et emprunta les marches restantes normalement en sautant les 3 dernières. « Allons-y, sort-cœur !» Elle s'offrit même le luxe de rire. Chez une fillette de 11 ans, la paranoïa pouvait être puissante, mais le soulagement était euphorique. A little something to dampen the euphoria. She had gotten away with nothing. The mayor's wife had seen her all right. She was just waiting for the right moment. A few weeks passed. Soccer on Hemel Street. Reading the shoulder shrug between 2 and 3 o'clock each morning, post-nightmare or during the afternoon in the basement. Another benign visit to the mayor's house. All was lovely. Until, when Liesel next visited, minus Rudy, the opportunity presented itself. It was a pickup day. The mayor's wife opened the door, and she was not holding the bag like she normally would. Instead, she stepped aside and motioned with her chalky hand and wrist for the girl to enter. I'm just here for the washing. Liesel's blood had dried inside of her. It crumbled. She almost broke into pieces on the steps. The woman said a first word to her, then she reached out, cold finger, and said, wait. When she was sure the girl had steadied, she turned and walked hastily back inside. Thank God, Liesel exhaled. She's getting it. It being the washing. What the woman returned with, however, was nothing of the sort. When she came and stood with an impossibly frail steadfastness, she was holding a tower of books against her stomach, from her navel to the beginning of her breast. She looked so vulnerable in the monstrous doorway, long, light eyelashes, and just the slightest twinge of expression, a suggestion. Come and see, it said. She's going to torture me, Liesel decided. She's going to take me inside, light the fireplace, and throw me in, books and all. Or she'll lock me in the basement without any food. For some reason, though, most likely the lure of the books, she found herself walking in. The squeaking of her shoes on the wooden floorboards made her cringe, and when she hit a sore spot, inducing the wood to groan, she almost stopped. The mayor's wife was not deterred. She only looked briefly behind and continued on, to a chestnut-colored door. Now her face asked a question. Are you ready? Liesel craned her neck a little, as if she might see over the door that stood in her way. Clearly, that was the cue to open it. Jesus, Mary. She said it out loud, the word distributed into a room that was full of cold air and books. Books everywhere. Each wall was armed with overcrowded yet immaculate shelving. It was barely possible to see the paintwork. There were all different styles and sizes of lettering on the spine of the black, the red, the gray, the every-colored books. It was one of the most beautiful things Liesel Memminger had ever seen. With wonder, she smiled. That such a room existed. Even when she tried to wipe the smile away with her forearm, she realized instantly that it was a pointless exercise. She could feel the eyes of the woman traveling her body, and when she looked at her, they had rested on her face. There was more silence than she ever thought possible. It extended like an elastic, dying to break. The girl broke it. Can I? The 2 words stood among acres and acres of vacant wooden-floored land. The books were miles away. The woman nodded. Yes, you can. Steadily, the room shrank, till the bookshelf could touch the shelves with a few small steps. She ran the back of her hand along the first shelf, listening to the shuffle of her fingernails gliding across the spinal cord of each book. It sounded like an instrument, or the notes of running feet. She used both hands. She erased them, one shelf against the other,
And she laughed. Her voice was sprawled out, high in her throat, and when she eventually stopped and stood in the middle of the room, she spent many minutes looking from the shelves to her fingers and back again. How many books had she touched? How many had she felt? She walked over and did it again, this time much slower, with her hand facing inward, allowing the dough of her palm to feel the small hurdle of each book. It felt like magic, like beauty, as bright lines of light shone down from a chandelier. Several times she almost pulled the title from its place, but didn't dare disturb them. They were too perfect. To her left, she saw the woman again, standing by a large desk, still holding the small tower against her torso. She stood with a delighted crookedness. A smile appeared to have paralyzed her lips. Do you want me to? Liesel didn't find the question, but actually finish the question, but actually perform what she was going to ask, walking over and taking the books gently from the woman's arm. She then placed them into the missing piece in the shelf by the slightly open window. The outside cold was streaming in. For a moment, she considered closing it, but thought better of it. This was not her house, and the situation would not to be tampered with. Instead, she returned to the lady behind her, whose smile gave the appearance now of a bruise, and whose arms were hanging slenderly at each side, like girls' arms. What now? An awkwardness treated itself to the room, and Liesel took a final fleeting glance at the walls of books. In her mouth the words fidgeted, but they came out in a rush. I should go. It took 3 attempts to leave. She waited in the hallway for a few minutes, but the woman didn't come, and when Liesel returned to the entrance of the room, she saw her sitting at the desk staring blankly at one of the books. She chose not to disturb her. In the hallway she picked up the washing. This time she avoided the sauceport in the floorboard, walking the long length of the corridor, favoring the left-hand wall. When she closed the door behind her, a brass clank sounded in her ear, and with the washing next to her, she stroked the flesh of the wood. Get going, she said. At first, she walked home dazed. The surreal experience with the room full of books and the stunned broken woman walked alongside her. She could see it on the building like a play. Perhaps it was similar to the way Papa had his Mein Kampf revelation. Wherever she looked, Liesel saw the mayor's wife with the books piled up in her arms. Around corners, she could hear the shuffle of her own hands disturbing the shelf. She saw the open window, the chandelier of lovely light, and she saw herself leaving without so much as a word of thanks. Soon her sedated condition transferred to harassment and self-loathing. She began to rebuke herself. You said nothing? Her head shook vigorously among the hurried footsteps. Not a goodbye, not a thank you, not a that's the most beautiful sight I've ever seen. Nothing. Certainly she was a book thief, but that didn't mean she should have no manners at all. It didn't mean she couldn't be polite. She walked a good few minutes struggling with indecision. On Munich Street, it came to an end. Just as she could make out the signs that say Snyder's Meister, she turned and ran back. This time there was no hesitation. She thumped the door, sending an echo of brass through the wood. Scheiße! It was not the mayor's wife, but the mayor himself who stood before her. In a hurry, Liesel had neglected to notice the cars that sat out front on the street. Mustached and black-suited, the man spoke. Can I help you? Liesel could say nothing, not yet. She was bent over, short of hair, and fortunately the woman arrived when she'd at least partially recovered. Ilse Hermann stood behind her husband to the side. I forgot, Liesel said. She lifted the bag and addressed the mayor's wife. Despite the forced labor of breath, she fed the words through the gap in the doorway, between the mayor and the frame, to the woman. Such was her effort to breathe that the words escaped only a few at a time. I forgot. I just wanted, she said, to thank you. The mayor's wife bruised herself again. Coming forward to stand beside her husband, she nodded very faintly, waited, and closed the door. It took Liesel a minute or so to leave. She smiled at the steps. So, Sasha, what's your question for that chapter? Okay. Oh, for that
Yes, chapter. Quel adjectif pouvez-vous appliquer à la femme du maire? And my question is, have you ever been somewhere that held the same magic for you as the mayor's wife library for Liesel? Tell us about that place. Sorry, I thought I'd pressed, but it hadn't. Okay, guys, it's the last chapter of the day. Enters a struggler. Now, for a change of scenery. We've both had it too easy till now, my friends, don't you think? How about we forget mulching for a minute or two? It will do us some good. Also, it's important to the story. We will travel a little to a secret storage room, and we will see what we see. A guided tour of suffering. To your left, perhaps your right, perhaps even straight ahead, you find a small black room. In it sits a Jew. He is come. He is starving. He is afraid. Please try not to look away. A few hundred miles northwest in Stuttgart, far from book thieves, mayors, wives, and Himmel Street, a man was sitting in the dark. It was the best place, they decided. It's harder to find a Jew in the dark. He sat on his suitcase, waiting. How many days had it been now? He had eaten only the foul taste of his own hungry breath for what felt like weeks, and still nothing. Occasionally voices wandered past, and sometimes he longed for them to knock on the door, to open it, to drag him out into the unbearable light. For now he could only sit on his suitcase couch, hands under his chin, his elbows burning his thighs. There was sleep, starving sleep, and the irritation of half-awakeness, and the punishment of the floor. Ignore the itchy feet, don't scratch the soles, and don't move too much. Just leave everything as it is at all cost. It might be time to go soon. Light like a gun, explosive to the eyes. It might be time to go. It might be time, so wake up. Wake up now. God damn it, wake up! The door was open and shut, and a figure was crouched over him. The hand splashed at the cold waves of his clothes and the grimy currents beneath. A voice came down behind it. Max, it whispered. Max, wake up! His eyes did not do anything that shock normally describes. No snapping, no slapping, no jolt. Those things happen when you wake from a bad dream, not when you wake into one. No, his eyes dragged themselves open, from darkness to dim. It was his body that reacted, shrugging upward and throwing out an arm to grip the air. The voice calmed him down. Sorry it's taken so long. I think people have been watching me, and the man with the identity card took longer than I thought, but... There was a pause. It's yours now. Not great quality, but hopefully good enough to get you there if it comes to that. He crouched down and waved a hand at the suitcase. In his other hand, he held something heavy and flat. Come on, off. Max obeyed, standing and scratching. He could feel the tightening of his bones. The card is in this. It was a book. You should put the map in here too, and the direction. And there is a key, taped to the inside cover. He clicked open the case as quietly as he could and planted the book like a bomb. I'll be back in a few days. He left a small bag filled with bread, fat, and 3 small carrots. Next to it was a bottle of water. There was no apology. It's the best I could do. Door open, door shut, alone again. What came to him immediately then was the sound. Everything was so desperately noisy in the dark when he was alone. Each time he moved, there was the sound of a crease. He felt like a man in a paper suit. The food. Max divided the bread into 3 parts and set 2 aside. The one in his hand he immersed himself in, chewing and gulping, forcing it down the dry corridor of his throat. The fat was cold and hard, scaling its way down, occasionally holding on. Big swallows tore them away and sent them below. Then the carrots. Again, he set 2 aside and devoured the 3rd. The noise was astounding. Surely the Führer himself could hear the sound of the orange crush in his mouth. It broke his teeth with every bite. When he drank, he was quite positive that he was swallowing them.
Next time, he advised himself, drink first. Later, to his relief, when the echoes left him and he found the courage to check with his fingers, each tooth was still there, intact. He tried for a smile, but it didn't come. He could only imagine a meek attempt and a mouthful of broken teeth. For hours, he felt at them. He opened the suitcase and picked up the book. He could not read the title in the dark, and the gamble of striking a match seemed too great right now. When he spoke, it was the taste of a whisper. Please, he said, please. He was speaking to a man he had never met. As well as a few other important details, he knew the man's name, Hans Hubermann. Again, he spoke to him, to the distant stranger. He pleaded, please. So that's the last chapter for today. And the question is, how do you think Max is feeling throughout this chapter? Does it change? What might affect his emotions? That's all for this week, and we'll see you next week to read probably about 3 more chapters. And that's it. Sasha, anything to add? Non, c'est tout pour cette semaine. On vous verra la semaine prochaine pour lire probablement une autre 3 chapitres, plus ou moins. Ayez une bonne semaine. Amusez-vous. Et demandez des questions si vous en avez. Have a good week. Ask us any question you might have. See you. Thanks. Au revoir.